Vous pensez qu'une transformation agile, ça se fait en combien de temps dans une grande organisation? C'est un sujet très intéressant qu'on va aborder dans les prochaines minutes avec nos deux invités. Mohamed Areski a plus de 25 ans d'expérience en coaching, enseignement, gestion d'équipe, gestion de produits, programmation. Il a acquis une connaissance approfondie des approches agiles et lean. Il a cofondé Agile Sherbrooke et lancé le premier Agile Tour Sherbrooke. Beau travail. Marc-André Filion-Pilon est coach agile et leader de la transformation à la Banque nationale depuis 2015. Alors, il va pouvoir vous en parler de ce que ça prend pour installer l'agilité et combien de temps ça prend. Marc-André est un passionné d'agilité depuis 2005. Il a formé et accompagné des dizaines d'organisations dans leur transformation agile, que ce soit au niveau équipe, secteur ou organisation. Et ensemble, ils vont nous parler de la transformation agile de la Banque nationale qui fut un solide mandat. Ils vont nous partager 7 grandes leçons apprises qui pourront assurément vous inspirer, vous aussi, dans votre propre transformation dans votre entreprise. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Mohamed Areski et Marc-André Filion-Pilon, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, Québec. Vous allez bien? Super. Bonjour. Allô? OK. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette conférence de retour d'expérience. Donc, moi et Marc-André, on vient de Montréal, de la Banque nationale. Donc, ce qu'on vous a concocté aujourd'hui, c'est pas mal les 7 leçons qui reviennent un peu sur nos 7 ans d'expérience qu'on a à la Banque nationale au niveau de la transformation agile. Donc, ça va vous inspirer certainement et vous allez reconnaître certains patterns qui arrivent, que vous vivez actuellement. Donc, on ne repassera pas là-dessus. Je pense qu'on a été assez bien présenté. Fait que sautons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de notre voyage, un peu comme si c'était un voyage en bateau. Le parcours tel qu'on l'a connu depuis 7 ans. Et à l'époque, même si SAFe existe depuis 2011, nous, on ne le connaissait pas. La Banque nationale commençait ses balbutiements avec Scrum. Donc, on a fait plusieurs erreurs. Et vous pourriez vous dire, ouais, maintenant, connaissant SAFe, il y a plein de choses qu'on aurait peut-être pu faire différemment, mettre en place. Mais en toute humilité, aujourd'hui, on vient vous présenter un peu nos grands défis, nos grands apprentissages. Donc, comme un voyage en bateau, la transformation agile n'est pas un long fleuve tranquille. On le voit ici, avec une carte à l'ancienne, avec des monstres marins. Donc, on voit un petit peu certaines étapes clés de notre parcours. On a commencé avec l'agilité en 2015-2016. On voit un petit peu, on était plus dans les projets. Le PMO a été aboli. On a monté un bureau de la transformation. On a défait le bureau de la transformation. On a formé 150 PO. Donc, on a fait plein d'essais, plein d'expérimentations. On a appris beaucoup. Et vous voyez justement les différents périls, les différents monstres marins qu'on a rencontrés. Et c'est ça qu'on va vouloir vous montrer aujourd'hui plus en détail. Donc, voilà. Puis, hop, si tu peux revenir juste en arrière, là. Avec tout ce parcours-là, au début, on se disait peut-être on est les seuls à vivre ces expériences-là. Donc là, on a été voir un peu de State of Agile 2022 là, pour voir c'est quoi les freins au niveau de l'agilité à l'échelle. Et puis, on est pas mal dedans. Donc, on va vous présenter un peu les 3 premiers. Là. Si tu peux aller. Les 3 premiers. Donc, ça revient tout le temps à la culture d'entreprise qu'on a vécue. Puis, on va vous montrer un peu comment on a adressé la situation au niveau de la Banque nationale. On a aussi le support de management. Ça, c'est un élément clé qu'on va vous parler aussi. Et puis, l'inconsistance de l'agilité, parce qu'on a commencé, comme tout le monde, au niveau d'agilité locale d'équipe. Mais dès qu'on commence à monter au niveau de l'agilité à l'échelle, on commence à trouver de la résistance et des défis qu'on va vous raconter dans la suite de la conférence. Bon, avant d'aller plus loin, là, il faut définir c'est quoi l'agilité à l'échelle. Donc là, on vous a mis un peu le modèle SAFe là, pour ceux qui veulent aller
voir un peu qu'est-ce que ça dit. Mais en résumé, l'agilité à l'échelle, ce qu'on fait, c'est un cadre ou c'est une organisation pour faire travailler plusieurs équipes agiles ensemble sur un objectif commun. Donc, c'est un peu ça, ça résume au niveau de l'agilité à l'échelle. Parce que généralement, là, quand tu as 1, 2, 3, jusqu'à 4 équipes agiles, on est capable de trouver une façon de communiquer ensemble. Mais au-delà de 4 équipes agiles, c'est là où l'agilité à l'échelle va nous ramener des réponses et des façons de faire plus efficaces qui ont fait leur preuve sur le terrain. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la Banque nationale ici? Je pense personne. Donc, c'est un fleuron québécois, je pense bien connu. C'est une grande entreprise d'à peu près 30 000 personnes. Donc, ça a été une grosse transformation. On ne peut pas vous cacher qu'on n'a pas nécessairement tout transformé dans la Banque nationale. Il y a des secteurs qui n'ont pas été encore exposés. Mais la transformation a quand même touché une bonne partie de l'entreprise. C'est une entreprise qui a 150 ans, donc qui en a vécu des choses. On est la plus petite des 6 grandes banques canadiennes. Donc, ça en dit, c'est peut-être un avantage compétitif aussi. On est peut-être plus agile, on a une culture forte aussi, d'aller de l'avant, entrepreneurial. Donc, peut-être que ça a été un levier justement d'accélération dans notre transformation agile. Donc, si on commence notre voyage, notre voyage en bateau, le point de départ, on a commencé, on n'avait pas d'expérience agile. Donc, ça remonte à 2015-2016, quand Mohamed et moi, on est arrivés comme consultants. Et il y avait certains projets, certaines équipes qui ont dit « Hey, moi, j'ai entendu parler de l'agile, il me semble qu'on va essayer ça chez nous. » Puis, vous voyez les réactions des gens de Cossé Agile, pourquoi on se lancerait là-dedans. Donc, ça a vraiment commencé bottom-up. On n'avait pas une intention d'agiliser la Banque nationale. Il y a réellement eu certaines équipes, certains projets clés qui ont dit « OK, nous, on veut faire le virage agile, on veut l'essayer, on veut voir si ça marche chez nous. » Donc, les consultants agiles sont arrivés de l'extérieur parce qu'il n'y avait pas d'expérience interne. On a testé Scrum pour la première fois. Donc là, on ne parle pas d'agilité à l'échelle, on parle bien d'agilité d'équipe et c'était Scrum la méthode la plus connue à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a rencontré? Évidemment, de la résistance au changement. Il y a beaucoup de gens qui disaient, pourquoi changer? If it ain't broke, don't fix it. Donc, on a déjà justement eu notre première résistance. L'expérience pouvait être différente selon un coach à l'autre. Donc, certaines équipes embarquaient mieux que d'autres. Mais on pouvait déjà partager les bons coups entre les équipes. Il y a des choses qui marchaient mieux à certains endroits et on pouvait s'en servir pour inspirer les autres équipes. Parce que là, on commençait à parler un langage banque. Okay? Incompréhension, on l'a vécu pas mal. Agilité égale vite, vite, vite. Il faut livrer à chaque sprint. On coupe les coins ronds, on est cow-boy. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise conception de l'agilité, puis ça nous a nui. On parlait de manque de rigueur, couper les coins ronds. J'ai même vu certaines équipes qui ont abandonné la documentation. Hey, on ne documente plus maintenant. Donc, vous imaginez que ce n'est pas ce que l'agilité prône. Donc, pas mal de rattrapage à faire dans cette première phase-là. Fait que la leçon apprise, c'était très important d'expérimenter, d'essayer. Okay? Il y a beaucoup de gens qui avaient des a priori. Donc, c'est important qu'ils l'essayent, qu'ils l'adoptent à la sauce BNC. Donc, ce qu'on a fait, notamment, c'était de commencer par des projets qui étaient propices à l'agilité. On n'allait pas commencer avec nos grosses applications legacy en COBOL. On a commencé avec des applications mobiles, par exemple, qu'on a bâties from scratch, qu'on n'avait pas de legacy. Fait qu'on a pu commencer à utiliser les meilleures pratiques d'ingénierie logicielle, l'intégration continue, les tests automatisés. On a eu les premiers PO qui venaient de la ligne d'affaires, qui se sont impliqués, qui ont été dédiés dans nos projets. Avec du feedback client, le UI, le UX, les maquettes. Donc, ça a été vraiment une belle introduction justement à l'agilité. Pour avoir vécu le projet mobile, je me souviens qu'il y a eu un changement de mindset. On a fait un premier MVP. Déjà, le terme d'MVP n'était pas connu à l'époque. Et on a lancé la première version de l'application mobile et il n'avait pas les paiements post-datés. Et là, ça a crié au niveau du public, ça a crié hey, « on ne peut pas faire ça », alors que la version web continuait de donner ces fonctionnalités-là. Mais les gens
de se dire on va livrer des versions de façon itérative, incrémentale. Ils n'étaient pas encore habitués. Maintenant, on est habitués, toutes nos versions mobiles ou souvent nos applications sont mises à jour à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Mais vous voyez qu'en 2015, le changement n'était pas évident, fait qu'il y a déjà eu un clash culturel. Ensuite, donner envie de travailler différemment. Moi, j'aime bien la notion de quick win. Okay? Donc, vous voyez en bas, là, un collègue, Olivier Bertrand, avait fait des diagrammes où il disait que on a beau mettre en place des pratiques, si les gens ne voient pas la valeur rapidement, bien, ils vont commencer à résister. Ils ne comprendront pas. Là. Si on veut implémenter un cadre au complet, mais ça ne vient pas répondre à un problème ou à un pain point, bien, ils vont le rejeter. Fait que la résistance au changement va monter. Par contre, si on fait des quick wins et ça ne prend pas beaucoup de temps pour résoudre vraiment une problématique réelle de l'équipe, bien, on va avoir une résistance négative au changement, on va avoir un appétit pour le changement. Donc, je vous invite vraiment à considérer ça quand vous voulez mettre en place des pratiques agiles. Puis ça s'applique aussi à SAFE, là, qui n'est peut-être pas à tout mettre en place dès le jour 1. Laissez le temps aux gens d'accepter, de s'approprier le changement. Donc, le temps, ça reste que c'est des humains qui ont quand même un vécu, qui ont peut-être un deuil à faire. Donc, il faut accepter justement que ça peut prendre un certain temps d'accepter ce changement-là, de se l'approprier. Il faut briser les mythes. Donc, agilité, ce n'est pas de la rigidité. Agilité, ça peut être de la rigueur. Donc, il y a plein de pratiques, definition of done, definition of ready. Comment on s'assure de rendre explicites nos règles d'équipe pour livrer de la qualité en continu, bien accompagné et formé. Donc ça, c'est important d'avoir une base commune. Il faut avoir une fondation solide avant de pouvoir scaler. Donc, je reviens vraiment sur cette portion-là d'agilité d'équipe. Parfait. Puis, le deuxième défi qu'on a rencontré, là, c'est la non-implication de notre leadership dans la transformation. Donc, vous voyez un peu là, le leader que vous voyez là, qui a les cheveux en l'air, là, qui se pose la question, là, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Donc, ça, c'est un élément qui va créer par la suite de la résistance, évidemment. Donc, excuse. Ouais. Donc, les points qu'on a rencontrés, là, les défis, le premier, là, le leader, quand on parle de leader, ce n'est pas juste le gestionnaire. C'est toutes les personnes d'influence. Ça peut être l'architecte en chef, ça peut être un autre rôle là, qui a de l'influence sur l'équipe. Donc, le leader, c'est celui qui a de l'influence au niveau de son équipe. Un product owner, ça peut être, c'est un leader aussi. Donc, la première des choses, c'est le rôle de leader dans tout ça. Donc, il faut le clarifier avec les leaders qui sont impliqués dans la transformation. Ce qu'on a remarqué, là, c'est comme on responsabilise les équipes, on veut que l'équipe devienne autonome et capable d'évoluer par elle-même. Là, il y a une perception qu'on a vue là au niveau de nos gestionnaires ou de nos leaders. Comme on perd le pouvoir, nous, on fait quoi là maintenant que les responsabilités sont transférées de l'autre côté? Donc, c'est une perception, évidemment. La même chose donc avec l'agilité. Là, vous remarquez qu'on introduit certaines cérémonies. Là, ils voient son monde des daily à tous les jours. Qu'est-ce que ça fait là? C'est comme ils se posent des questions. Par la suite, ils voient des post-it un peu partout. Ils voient des rencontres qu'ils ne connaissaient pas avant, qui viennent d'être implantées par l'équipe. Donc, tout ça, ça donne une perception de perte de temps. Ça, c'est du vécu qu'on a eu. Et puis, surtout, le dernier point là, qui nous a fait mal, c'est qu'on a amené des collègues coachs là, pour transformer, mais ils prennent l'équipe et puis là, ils partent. Ils oublient un peu le leader dans l'histoire. Et là, ça créait, ça favorisait un peu la résistance globale dans notre transformation. Maintenant, les leçons apprises, là, donc on revient comme à la source. C'est quoi le rôle d'un leader dans une équipe agile? Puis SAFE, il le présente bien à travers le Lean Agile compétences. Donc, vous pouvez aller voir là-dedans. Donc, ce que nous, on a fait, la première des choses,
Donc, c'est de former les leaders et les accompagner dans cette transition. Donc, une expérience récente, il y a 3 mois de ça, j'ai commencé à transformer un secteur X à la banque. Et puis, la première des choses, lorsqu'on a commencé, il y avait 20 leaders, 20 gestionnaires, et j'ai fait une formation d'une journée avec des ateliers pour leur expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi les grandes étapes et qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Et ça m'a aidé beaucoup parce que par la suite, quand on a descendu vers les équipes ont eu comme les gestionnaires ou les leaders autour d'eux comme des accélérateurs au lieu que ce soit des freins. Donc ça, c'est le premier point à tenir compte si vous voulez éviter les problèmes qu'on a parlé tantôt. Surtout prendre le leader et le responsabiliser dans le changement. Donc il faut qu'il lead le changement. Donc, ce n'est pas le coach qui lead le changement, c'est le leader. Et puis, surtout, comme Marc-André a parlé des quick wins, c'est de commencer par un pilote. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais et puis ça, ce que j'ai fait, moi, par exemple, on a pris un certain nombre d'équipes et puis on a ceux qui étaient beaucoup plus prêts à l'agilité, il y avait un peu l'esprit, les conditions de succès. Puis, on est parti avec un pilote, le leader. Il a vécu ça. Par la suite, il était un accélérateur pour la suite des choses. Et surtout, là, comment continuer à accompagner le leader pour qu'il soit ouvert à d'autres compétences, à évoluer son équipe vers la cible, de la performance et tout ça, mais autrement qu'avant, il faisait la gestion des tâches, des projets. Maintenant, c'est plus la gestion d'humains. C'est un peu ça, les éléments qu'on a expérimentés et qui ont donné des résultats de notre côté. Parfait. Donc là, quand on a commencé à scaler, justement, c'était plus juste de l'agilité d'équipe. On commençait à vouloir transformer un secteur. On commençait à frapper le mur des silos. Donc, vous voyez, dans les organisations, on a beaucoup de secteurs. Là. Dans l'exemple, on voit qui peut m'aider dans mon projet. Le marketing qui dit, bon, c'est pas ma tâche. Non. IT, on n'a pas l'argent. Les ventes, on veut bien t'aider, mais... Donc, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça dans vos organisations. Nous aussi, on a des sondages en continu. La collaboration dans l'équipe, ça va super bien, mais intersecteur, ça fait toujours mal. Okay? Donc là, ça va demander justement du courage managérial de s'attaquer, justement, de changer la structure de l'organisation, de briser ces silos-là. Fait qu'on voit que nos secteurs, nos tours de livraison sont vraiment en silos. Évalués avec des KPI différents et même en compétition. Donc, vous imaginez, là, si leur KPI les fait rentrer en compétition, c'est clair qu'au niveau des équipes, l'entraide n'est pas naturelle. Livraison de valeur est plus lente parce qu'on a plusieurs équipes impliquées. Donc, la façon que les équipes sont constituées, peut-être une équipe va faire le développement, va l'envoyer à une autre équipe qui, elle, va déployer. Mais si ce n'est pas dans ses priorités, le produit peut rester sur les tablettes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, vous imaginez pour le client de la rue la perte de temps parce qu'on ne s'entend pas entre secteurs d'une grande organisation comme la nôtre. Priorités divergences. On ne s'entend pas intersecteurs. Des équipes comme les opérations ne sont pas considérées. D'autres équipes transversales ne sont pas considérées dans l'équation. Ils l'apprennent une fois qu'on déploie et ils subissent. Donc ça ne marche pas. On ne pense réellement pas bout en bout. Et la hiérarchie est encore très impliquée dans les décisions sur la livraison de travail. Donc, des fois, ça ralentit notre cadence de livraison. Donc, leçon apprise numéro 3, s'organiser autour de la valeur client. Donc, à l'époque, on n'avait pas le 10e principe de SAFE qui est de s'organiser autour de la valeur client. Fait qu'on a expérimenté beaucoup. Comment on peut changer la structure? Comment on peut enlever les silos? C'est pas facile. Souvent, il fallait monter très, très haut. Fait qu'on a expérimenté avec des approches comme LESS, Scrum de Scrum, Spotify. C'était vraiment pas facile. Des fois, on a voulu juste transformer un secteur et on n'a pas fait de bout en bout. Fait qu'on a juste localement amélioré. Par contre, plus récemment, il y a environ, je pense, 3-4 ans, on a mis en place des chaînes de valeur. Okay? Donc là, réellement, on a pris des tranches de flux de valeur
Moi, dans mon cas, c'était la chaîne de valeur Mon bancaire au quotidien. Donc, tout ce qui est le flux de travail comment je peux dire, des clients particuliers bancaires. Et Mohamed, c'était carte et paiement. Fait que nos grands processus banque, on a voulu créer des chaînes de valeur qui sont un peu l'ancêtre du train à ce moment-là, avec plusieurs squads multidisciplinaires, avec des gens des opérations, justement, pour avoir cette vue bout en bout. Donc, c'est important d'avoir... Oui, vas-y. Marc-André, juste un exemple concret, là, dans mon cas de carte de crédit, paiement, là, on avait comme la chaîne de valeur. La structure des équipes, là, on a pris le parcours client, donc de l'onboarding, jusqu'à l'offre de produits, jusqu'à cultiver la relation avec le client et jusqu'à l'accompagnement. Donc, on a pris ce flow-là et puis on a créé des équipes. Autour de ça, ça s'appelait les feature teams. Et puis, on avait toutes les component teams qui étaient des équipes alignées avec les systèmes. Et on a connecté tout ça. On a trouvé une façon pour créer comme un train de livraison qui supporte cette chaîne de valeur. Et ça permet de réduire les dépendances externes et d'avoir toutes les ressources qu'on a besoin à l'intérieur du même cadre. Et ça roule depuis 4 ans. Le système fonctionne toujours. Tout à fait. On l'a fait vraiment de façon incrémentale. Je pense qu'on a fait un essai. Je pense que c'était avec le financement au particulier aussi, l'achat de maison. On a fait une première chaîne de valeur. Ça a bien marché. On a reproduit et les chaînes de valeur fonctionnent encore de nos jours. Donc, c'est important d'avoir une vue systémique, considérer l'écosystème, les partenaires, pas juste dire « Ah, il y a juste une portion qu'on va transformer ». On veut vraiment se rendre jusqu'au client de la rue. Okay? Donc, c'est super important. Et comme on voit les moments justement clés de la vie d'un client, on peut avoir des squads qui améliorent la partie découverte, la partie engagement du client et cultiver la relation. Donc, c'est des moments clés de la vie du client. Éviter les changements hiérarchiques. Ça, on l'a connu quand même assez à la dure, notamment avec des approches comme Spotify, où est-ce que du jour au lendemain, des gestionnaires devenaient chapter lead, tribe lead, squad lead. C'était très perturbant. Fait qu'on réalise en effet qu'on peut découpler la portion livraison de valeur, chaîne de valeur, tout en gardant la hiérarchie actuelle. C'est un peu aussi ce que préconise SAFe, d'avoir un système double, garder la stabilité et l'efficacité de la hiérarchie actuelle et d'avoir un réseau de livraison qui est très agile, justement, d'où les chaînes de valeur ou les trains. Avoir des KPI communs, je vous le dis encore tantôt, si on a des trucs contradictoires à l'opposition, ça ne marchera pas. Jean-René parlait aussi, là, si on mesure juste le décalage par rapport à un plan, ça ne marche pas aussi. Il faut changer nos KPI pour avoir des KPI adaptés à la livraison de valeur qu'on veut faire. Avoir un environnement propice. Donc, c'est clair que ça nécessite l'aide du management, l'aide d'un peu tout le monde, que tout le monde comprenne vers où on veut amener cette transformation-là. Et le temps est important, s'adapter progressivement, pas brusquer les étapes. Dans certains cas, on a voulu faire un Big Bang, on a transformé 250 personnes d'un coup. Ça a été perturbant, il faut laisser le temps. Ce n'est pas juste on forme une équipe, puis en 1 mois, ils sont corrects. Ça prend plusieurs mois. Donc, il faut y aller progressivement. Et puis, un des points aussi là, qui fait mal, évidemment, c'est la résistance au changement au niveau organisationnel. Donc, quand on a monté les chaînes de valeur, il n'y avait pas une recette facile. Parce que quand on monte des chaînes de valeur à ce niveau-là, tu as besoin de la business, tu as besoin de TI, tu as besoin des opérations, on a besoin de tous les acteurs. Donc, mais on avait de la résistance un peu partout. Et puis, comment ça se formalise, cette résistance? Donc, les 4 éléments que j'ai mis ici, l'agilité n'est pas adaptée à notre réalité. Quand on a commencé, là, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, là. Nous sommes déjà efficaces, là. Les gens qui travaillaient, nous, on avait, dans la chaîne de valeur, on avait des gens qui travaillaient sur des centrales COBOL là, depuis 30 ans. Ça fonctionne super bien, leur façon de faire. Mais là, on leur change leur façon. Ils disent, non, ça fait 30 ans que ça fonctionne bien, là. Pourquoi je change? Donc, nous, en réalité, là, ce qu'on voyait dans le graphique, l'état actuel, on veut aller plus loin là au niveau de la performance. Le troisième, ça revient tout le temps, c'est quoi le bénéfice?
Et évidemment, on n'avait pas un soutien explicite de la direction. Donc ça nous a fait mal au début. Et on n'avait pas de plan global. On s'en va où, là, au niveau de cette transformation? Cette équipe, l'autre équipe et tout ça. Donc, la façon qu'on a résolu ça, la leçon apprise, c'est on a mis en place ce qu'on appelle une coalition de transformation. Donc ça, pour ceux qui ont déjà lu le livre de John Kotter, les 8 étapes de changement. Donc une des étapes clés, c'est de faire cette coalition de direction qui appelle John Kotter. SAFE, il l'appelle LACE. Nous, on l'appelle coalition de transformation, mais c'est la même affaire là. Ce que ça fait, cette coalition, dans mon cas, j'étais moi le coach, il y avait le DP de la direction TI, j'avais le DP Business qui était là, et j'avais celui des opérations, et on avait un PM là, qui était sur le terrain, qui avait la volonté là, de participer à la transformation. Donc on était comme 5, il ne faut pas dépasser 5, 6 max là, dans ce genre de coalition. Et puis son rôle, là, c'est vraiment guider et soutenir le changement. Donc ce qu'on a fait, ensemble, on a décidé, guys, on veut aller vers des chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a établi un backlog de transformation. On a défini une vision, évidemment, sur laquelle on a créé ce backlog de transformation. On a dit, bon, première des choses à commencer, comme SAFE le mentionne là, dans son serpent là, de changement, commencer par la formation. Donc, on a mis ça dans le backlog. Créer les communautés de pratique, on a mis ça dans le backlog. Avoir des KPI pour mesurer notre performance, on a mis ça dans le backlog. Et on a créé comme une fois par mois, on communiquait à tout le secteur l'évolution de la transformation. Donc ça permet d'éviter un peu l'incompréhension des choses et tout ça. Et puis ça nous a, personnellement, c'était en 2 mois, on a réussi à partir le premier PI de la chaîne de valeur. Et puis par la suite, on a fait évoluer les choses au fur et à mesure. Mais gardez ça en tête, une coalition de transformation que vous pouvez utiliser comme outil pour accélérer votre transformation. Il y a je l'ai peut-être rajouté, c'est un backlog, c'est un backlog priorisé, il y a une coalition qui est comme une équipe. Ben, pourquoi ne pas sprinter? Pourquoi ne pas se donner des objectifs de PI? Donc, on a vu beaucoup d'équipes, justement, qui donnaient de la visibilité à chaque fin de sprint et qu'à chaque trimestre, ils se donnaient des objectifs de transformation. Donc, on avait sprinté ça en 4 semaines. Là, on faisait des sprints et puis on donnait un peu la visibilité à tout le secteur. Ça nous a aidé parce que les gens voyaient où on s'en va. Donc, la communication est un élément clé. D'ailleurs, dans John Kotter, c'est un peu un élément là, il focus là-dessus. Parfait. On en parlait tout à l'heure dans les grands freins des transformations agiles, c'est l'aspect culturel. Donc, c'est clair que la banque, quand on pense à une banque, il cherche avant tout à avoir du profit, la compétition. Donc, c'est clair que quand on est arrivé, de se dire comment on veut faire le chiffre entre une culture de compétition de profit et une culture agile, c'était pas facile. Justement, donc il y a clairement eu un clash de culture, un langage différent. Donc la culture en place, à l'époque, n'était vraiment pas propice à l'agilité, on n'en parlait même pas. Fait qu'ils voyaient plutôt les avantages de l'agilité d'un point de vue méthodologique. En quoi ça va nous aider à avoir plus de profit? En quoi ça va nous aider à être plus efficaces? Alors que nous autres, on arrivait avec, oui, on veut des équipes auto-organisées, on veut vous aider à livrer plus de valeur, à rendre vos clients plus satisfaits. Donc, vous voyez, le langage n'est pas du tout le même. Donc, il a fallu s'ajuster. Moi, j'aime bien utiliser l'échelle de maturité des organisations de la Loue. Lisa Atkins en a parlé ce matin, justement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a différents niveaux, du bas vers le haut. Et les niveaux du bas, donc quand on monte, on intègre les niveaux du bas. Okay? Donc, chaque niveau a comme un focus particulier. Le rouge, c'est une organisation basée sur la peur, sur le pouvoir. Donc, on le retrouve plutôt dans les tribus préhistoriques ou maintenant encore dans la mafia ou les gangs de rue. Mais
Je ne connais pas beaucoup d'organisations qui sont à ce niveau-là. Le niveau Ambre, qui est juste en haut, met plus de focus sur la hiérarchie, la stabilité, les processus. Donc, c'est surtout sur le domaine manufacturier, peut-être certains paliers de gouvernement qui seraient à ce niveau-là. Les banques, niveau orange, clairement, compétition, profit, des objectifs, l'innovation. Donc, on voit là, on élève un petit peu le niveau de maturité. Le niveau vert, qui est souvent associé à l'agilité, on voit des valeurs communes, satisfaction client, la culture plutôt que la stratégie, l'empowerment des gens. Donc, c'est clairement une différence de langage et de culture. Et le niveau en haut, qui est le niveau Teal ou Sarcelles, Lisa en parlait ce matin. Il n'y a pas beaucoup d'organisations là-dessus qui, eux autres, visent plutôt le greater good, c'est-à-dire améliorer le monde. Donc, quand on parlait Agilist for Planet, c'est beaucoup Teal. Okay? Donc, vous voyez un peu en tout cas, ça nous aide à comprendre un peu ce qu'on a vécu. Marc-André, tu parlais du vert BNC, là. Oui, bien sûr. Okay, c'est bon. Bien le vert BNC. Donc, on a réellement vu un shift de couleur, entre l'orange et le vert dans ces dernières années. C'est clair que la transformation agile des pratiques, l'organisation autour de la valeur qu'on vous a montré tout à l'heure, a réellement aidé. Les gens parlaient ce langage-là. Le fait d'avoir un PO qui parle de prioriser en fonction de la valeur, ça a réellement aidé. C'était cohérent avec ce modèle-là. Par contre, c'est fragile. Donc, oui, l'organisation peut avoir un langage vert, mais dans certaines situations, c'est facile de revenir à ses anciens patterns. Okay? Donc, récemment, on a eu la pandémie. Est-ce que certaines organisations sont revenues dans l'orange ou même dans l'ambre? C'est possible. On est revenu au contrôle, on est peut-être revenu à les processus, les rôles, c'est important, vous voyez. Nous, la banque, je trouve qu'on l'a bien géré, la pandémie. Le président de l'époque, Louis Vachon, a clairement dit, nous, ça fait 150 ans qu'on est là, on a vécu les grandes guerres. Ce n'est pas en virant des gens, ce n'est pas en maltraitant nos clients qu'on est passé à travers de ça. Donc, clairement, de garder l'humain au centre des choses. Moi, j'étais fier, en tout cas, de faire partie de l'organisation pendant la pandémie. Là, on est en train de vivre une crise économique. C'est un ralentissement, c'est pas facile. Fait qu'on revoit en effet des patterns très axés sur le budget, moins sur la valeur. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi dans vos organisations. C'est pas simple, mais je pense qu'il faut garder le focus. Okay? C'est momentané. Les changements vont continuer d'évoluer, mais je pense qu'il faut garder un focus sur quelque chose de plus grand que le profit pour continuer de bien gérer ces changements-là. Donc, leçon apprise. C'est important d'avoir une culture adaptée au changement. Okay? Donc, d'adapter aussi notre culture. Louis Vachon lisait aussi des bons livres, notamment, je pense que c'était l'adaptation des espèces, où est-ce qu'il y avait une pieuvre dessus, puis qui disait les organisations qui vont survivre, c'est celles qui sont capables de s'adapter. Okay? Il a amené aussi le One Mission, c'est un autre livre qu'il avait lu. Donc, c'est important de converger sur un objectif commun. Donc, l'entreprise doit travailler ensemble à trouver des solutions. Donc, la banque s'est dotée d'une mission commune que je mets ici. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens en bâtissant des relations à long terme avec nos clients, nos employés et la communauté, l'humain d'abord. Donc, vous voyez, c'est très vert. On ne parle pas de profit, on parle de l'humain, de la satisfaction, des relations. Donc, comme disait Mohamed, c'est un vert BNC. Mais pour moi, c'est venu me chercher. Puis il y a beaucoup de gens, justement, qui s'inspirent de ça encore comme une boussole. Et on a 3 valeurs BNC. Donc, agilité, complicité, pouvoir d'agir. Donc, on a même adopté la valeur d'agilité dans nos 3 valeurs banques et on est même évalué à chaque année sur les comportements d'agilité qu'on démontre au quotidien. Donc, même des gens qui ne sont pas en TI, qui ne sont pas dans des projets agiles, peuvent démontrer de l'agilité, parce que l'agilité, c'est simplifier nos façons de faire afin d'accueillir le changement comme un allié plutôt qu'un ennemi, faire preuve d'ouverture. Donc, tout le monde, dans leur quotidien, même dans les succursales, sont capables d'adapter leur façon de faire pour accueillir le changement. Okay? Donc, on voit un changement. On parlait vraiment de métaux agiles. Là, on est plus dans le savoir-être agile.
OK? Et c'est cohérent avec l'organisation du travail qu'on a mis en place avec nos chaînes de valeur, avec les leaders aussi qui sont plus des servant leaders. Donc, c'est important que ce soit cohérent. Parfait. Bon, on a continué à évoluer dans le temps, puis là, on a réglé tous les, on va dire, les problèmes au niveau des squads. On a réussi à regrouper les squads dans des chaînes de valeur avec des PI et tout ça. Mais là, les problèmes qu'on a vécu dans le temps entre les squads, on est en train de les vivre entre les terrains. Donc, ici, à la banque, Marc-André, juste... ouais. À la banque, on a à peu près plus d'une trentaine de trains de livraison. Donc, à la safe, là, plus ou moins. Et puis, nos trains, c'est le constat qu'on a fait, là, c'est qu'ils sont efficaces. Là. Celui qui fait les cartes de crédit, il est efficace. Il arrive à livrer ce que le client a besoin. Tous les terrains, on a remarqué qu'ils ne sont pas autonomes à 100%. Donc, par exemple, on a besoin de l'infrastructure, de la sécurité. Et ça, on avait des terrains aussi transversales. Donc, et puis, ces terrains transversales, c'est eux, ils travaillent pour les priorités des autres terrains. Et là, on a commencé à se rendre compte que on avait une certaine autonomie beaucoup plus grande qu'une squad, mais à un certain moment, on attend après l'infrastructure, par exemple, on n'était pas capable de compléter notre livraison parce qu'on dépend d'eux. On dépend. Donc, les défis qu'on a rencontrés, si on les résume, c'est les conflits de priorité. C'est que le terrain de carte de crédit, il y a besoin d'une infrastructure. Le train transversal de l'infrastructure, lui, il reçoit toutes les chaînes de valeur et puis il n'arrive pas à prioriser. Ou des fois, il priorise, mais ça fait mal aux autres trains. Donc ça, c'est conflit de priorité à retenir. Chacun tire sa couverte parce que, comme Marc-André disait, chaque secteur avait ses propres KPI. Donc, il veut augmenter l'acquisition dans son segment de clientèle. Donc, il pousse et là, on tombe dans le conflit. Puis là, on revient avec le graphique de Turkman vers le storming global. Et évidemment, donc tout ça, là, ça complique un peu la gestion du financement au niveau de toutes les initiatives. Et puis, avec tous ces défis-là, la banque, qu'est-ce qu'on a fait là? On a dit, bon, c'est quoi la solution? Bon, la solution, c'est d'aller une coche plus haut, donc ce qu'on appelle PAN organisation. Donc là, on introduit l'agilité au niveau du portefeuille, à l'échelle, à haut niveau. Parce que là, on a passé des équipes, on a fait l'agilité des projets, on a fait l'agilité à l'échelle. Là, on est rendu à l'agilité du portefeuille. Et c'est sûr qu'on ne veut pas réinventer la roue. Donc, on s'est dit, bon, on va voir un peu ce que SAFE nous dit. Hier, j'ai participé à la conférence sur le portefeuille, les aventuriers du portefeuille. Ils ont parlé un peu des techniques de LPM. À la banque, on est rendu aujourd'hui à regarder, s'inspirer un peu de LPM, de SAFE, pour essayer de régler cette gestion de priorité à haut niveau. Parce que pour éviter que nos 30 terrains qui sont en train de se croiser, qu'on crée une autoroute fluide. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, ce qu'on a commencé à faire, c'est vraiment un one backlog qu'on appelle, donc qui montre tout le portefeuille de la banque, toutes les priorités, soit business et non business. Donc, donnons de la visibilité. Et là, on priorise tout ça ensemble. Et on s'inspire un peu du Product Life Cycle de SAFE, ce que vous voyez ici. Donc, on a nos initiatives, on a nos objectifs à la banque. Là, on a les top priorités. On a 5 priorités à chaque année. On veut atteindre les cibles. Par la suite, on a toutes les initiatives. On fait le financement, donc dans la boucle en haut. Et puis, par la suite, on finance les trains, pas les équipes, pas les projets. C'est un peu ça qu'on veut aller. Donc, on veut dire que le train de carte de crédit, je lui donne X millions cette année. Celui de financement,
tant, celui de l'assurance tant, en fonction de la stratégie et des objectifs de la banque. Et là, les terrains vont faire leur PI, et puis 2 fois par année, comme LPM nous le recommande, on fait le point, et puis on révise le financement, et on revient avec des KPI, et on fait tourner la machine. Donc ça, on est déjà, on est quelques coachs à travailler sur cet aspect-là. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de politique dans tout ça, là. Donc il faut qu'on soit capable d'amener ça progressivement, comme on disait depuis le début. Mais on a des pistes intéressantes qu'on pourra vous raconter plus tard quand on va être passé par cette étape-là. Je voulais peut-être juste compléter. Quand on a commencé notre transformation, je vous disais qu'on était très bottom-up. Donc, c'était certaines équipes, certains secteurs. Et là, on vit justement le fait qu'on doit mettre la colle sur tout ça. Okay? Donc, harmoniser les pratiques, s'assurer que ce qui est mis dans le One Backlog est cohérent entre tous les trains. Donc, ce n'est pas simple. On est vraiment en cours d'expérimentation. Puis peut-être avoir su, on aurait peut-être voulu mettre en place SAFE plus tôt. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une... Incrémental. Oui, c'est ça. Mais je pense que les gens avaient besoin de l'essayer, de comprendre, d'embarquer avant de se dire « Oui, on implémente SAFE Day One. » Ça n'aurait pas marché chez nous. Donc, on vous raconte vraiment notre parcours tel qu'on le vit. Et je pense qu'on est à la bonne étape en ce moment. Dernier défi, dernière bonne leçon apprise. Oui, les équipes sont efficaces, ça roule. Mais je ne sais pas si vous connaissez le zombie Scrum ou le zombie Safe. Le zombie livre, mais il ne se pose pas de questions. Le zombie ne change pas, il ne met pas en question le statu quo. Donc, vous voyez, c'est un peu le risque qui peut arriver quand les gens s'assoient sur leur laurier, ne veulent plus rien changer. Ils font des rétros parce qu'il faut le faire, mais ils ne se donnent pas le temps d'améliorer les choses. Donc, c'est un petit peu le défi. Quand on voit la courbe de Tuckman, on a beaucoup d'équipes qui sont passées à forming, storming, norming. Ils ont normalisé, sont efficaces, mais ils n'atteignent jamais le performing. Ils vont stagner. Okay? Je ne sais pas si vous le vivez. Donc, ça, il faut faire attention, là. Normalement, en SAFE, on parle de relentless improvement, donc amélioration sans relâche. Ce n'est pas facile, quand ça va bien, de garder le feu allumé. Okay? Et même dans certains cas, on va régresser. Okay? On a des changements organisationnels. Là, on a un petit ralentissement économique. Ce n'est pas simple. On perd des joueurs. Fait que, on voit que même si on a des structures en place, c'est fragile. Donc, il faut faire attention. Donc, vous voyez un petit peu là, comment on doit justement ne pas s'asseoir sur ses lauriers, éviter de stagner. Fait que nous, ce qu'on recommande, ça revient encore à la culture, donc d'avoir une culture d'apprentissage, d'innovation. Okay? Donc, un sentiment d'urgence, d'amélioration sans relâche, c'est important. Donc, c'est le rôle justement des Scrum Masters, des coachs agiles, mais des leaders d'organisation. Donc, un peu tout le monde d'influencer, justement, d'insuffler, c'est ça que je voulais dire, justement, ce sentiment d'amélioration, que c'est important de s'améliorer. Donner du temps pour s'améliorer et innover. Je préfère dire donner, parce que c'est facile de dire « Oui, faites-le sur votre heure de lunch. Oui, formez-vous quand vous avez le temps. » Mais les gens n'ont pas le temps, ils sont débordés, ils font juste livrer. Fait que d'accorder de l'importance à ça, c'est essentiel. Okay? En SAFE, on parle d'une itération IP, Inspect and Adapt. C'est essentiel. À la banque, on a fait des innovatons, où est-ce que pendant 3 jours, on travaillait sur des problématiques communes. Et il y avait des prix, puis il y avait des VP qui commanditaient l'événement. J'ai même travaillé au niveau des succursales bancaires. Donc, il y avait beaucoup de succursales où est-ce qu'ils ont des problématiques, qui n'ont jamais le temps de les régler. On a formé des squads multidisciplinaires avec des représentants de différentes succursales qui ont adressé leurs problématiques et qui ont fait profiter à tous les autres. Vous voyez, on est capable d'amener des squads, un mode un peu plus projet, alors qu'on est dans du run habituel. Se donner le droit à l'erreur, le droit d'oser. Des fois, on hésite, on a peur. Là, avec les contraintes économiques, bien, des fois, on n'ose plus s'adapter. Juste un point, Marc-André, sur le point ici, le droit à l'erreur. Il y a des fois, là, quand on tombe dans des périodes, je ne sais pas si vous avez entendu le mot « first time right ».
Donc là, ça nous revient tout le temps. Et puis ça bloque. Et puis c'est un peu contre le droit à l'erreur, là. Tout à fait. Puis la mesure, se mesurer pour s'améliorer. Des fois, on a des rétros ou des impact and adapt, mais on n'a plus rien à dire. On pense que ça va bien. Bien, des fois, avec du quantitatif, ça nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Nous, notamment, on a utilisé des auto-assessments dans SAFe, le flow management aussi, là. Donc, dans Jira, on utilise Jira constamment. On est capable de savoir le temps que ça prend avec des user stories, justement, le temps que ça prend pour livrer de la valeur. Donc, avec du data, c'est beaucoup plus facile d'avoir les bonnes conversations avec nos équipes. Donc, il ne faut jamais prendre les choses pour acquis. C'est fragile, le vent peut changer n'importe quand. Donc, il faut être en mesure d'ajuster nos voiles pour garder le cap. Donc, bref, la transformation n'est pas un long fleuve tranquille, vous le voyez. Elle est loin d'être terminée aussi. Ça continue de notre côté. C'est plutôt un long voyage palpitant, plein de surprises. Donc, on espère que notre parcours a pu vous inspirer dans votre propre transformation. On a place aux questions aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent 3 minutes de questions. Parfait. Fait que je vous ramène les 7 leçons apprises qu'on vous a présentées aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour nous? Oui? Bonjour, mon nom est Niana Gozeke. Parlez près du micro, s'il vous plaît, puis un peu plus fort. OK. Merci. J'ai participé à l'implantation, la transformation SAFe chez Desjardins dans les programmes de données analytiques. Je suis vraiment impressionnée où vous êtes arrivé avec la transformation à la Banque nationale. Et ce que j'aimerais comprendre est, vous avez mis des KPI et tout ça pour comprendre l'évolution du SAFe. Est-ce que vous avez aussi été capable de mesurer avant, après, comment c'était les livraisons, qu'est-ce que vous êtes capable de livrer avant la transformation et comment ça se passait après? Est-ce que l'effort pour mettre tout ça en place est valide? Est-ce que vous avez été capable de mesurer ça? Oui, je donne un exemple. Là, dans la chaîne de valeur, par exemple, cartes et paiements qu'on avait, on a des OKR. Donc, par exemple, le taux d'acquisition des clients de tel segment et tout ça. Donc, on a vraiment des OKR business qui permettent d'évaluer est-ce que ce qu'on livre, il y a un impact sur le client final. Donc, ça, on les a mis en place. Dès qu'on a mis nos chaînes de valeur, on a mis des OKR. Et puis, si on compare avant, quand on avait un système de projet où chacun court après tout le monde, c'est sûr qu'on se rend compte maintenant qu'on a des éléments beaucoup plus efficaces et beaucoup plus visuels à le dire. Parce qu'avant, on avait 0 mesure. Donc maintenant, la ligne d'affaires chez nous, là, parce que dans nos chaînes de valeur, la ligne d'affaires est un acteur clé dedans, puis elle ne veut plus revenir en arrière. Donc c'est... Ouais. Mais avant, donc, vous n'avez pas trop de mesures, mais au moins les clients maintenant oui. sont vraiment d'accord qu'avec les changements, ça a été valide. C'est ça. Okay. Merci. Merci. Ta question? Oui? Oui, bonjour. Bravo déjà pour cette expérience, c'est hyper enrichissant. Je m'intéresse au pourquoi, quelle est la réponse que vous avez apportée au pourquoi changer. C'est que moi j'ai des clients qui se sont dit « Adrien, on veut faire de l'agile ». Pourquoi? On dit bah, « c'est la mode, il y a notre compétition qui fait ça, et puis on veut faire safe parce que bah, c'est aussi populaire ». Mais du coup, pourquoi? Et vous, quelle est la réponse à laquelle vous avez répondu à cette question du coup? Ça a été très progressif. Puis là, je regarde ce que SAFe propose. Il parle vraiment d'un point de jonction, là, de dire est-ce que ça fait assez mal qu'il faut changer notre mode de fonctionnement? Nous, on l'a vécu vraiment progressivement. On l'a plutôt essayé. Oui, c'était une mode. On l'a essayé. Ça a apporté de la valeur. Ça a donné envie aux autres de se transformer. Et là, maintenant, c'est un inévitable à la banque. Mais je sais qu'on a vécu aussi d'avoir des gens de certaines chaînes de valeur qui venaient parler de comment ils l'ont vécu pour convaincre d'autres personnes. Justement, avec du vécu, ouais. Les gens comprennent « Ah oui, ça peut réellement m'aider à atteindre mes objectifs d'affaires, mon time to market. » Mais la conversation est importante dans la transformation.
les leaders, ils veulent changer pourquoi. Tu sais, je pense qu'il faut avoir cette conversation. Marc-André, toi, tu parles de prendre, polliniser, là, c'est les gens qui ont des expériences efficaces qui parlent aux autres. Mais, tu sais, à la banque, là, la façon où des équipes, là, ce qu'on leur dit, en faisant ce mouvement-là, on permet de voir pourquoi tu fais les choses. Parce qu'avant, là, chacun travaillait, il faisait son bout de code là, pour faire son affaire, un fichier qui transfère d'un point à l'autre, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Mais là, avec la chaîne de valeur, avec cette organisation, il sait que sa contribution a touché un NPS qui a augmenté, un parcours client qui s'est amélioré. Donc, il voit l'impact de ses activités ou de ces choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi là, à ramener les récalcitrants sur le passage vers l'agilité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je sens qu'elle commence à passer au dîner. Donc, merci. Marc-André Mohamed, merci infiniment. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Très, très intéressant. Vous avez votre coupon échangé sur différentes stations alimentaires en arrière de la salle, que ce soit pour les restrictions alimentaires ou les menus réguliers. On fait la pause dîner. On se retrouve pour la prochaine keynote ici même à 13h. Je vous souhaite bon appétit. À tantôt.